un Français est prisonnier de la Russie. Oui, ça devrait tendre un peu plus les relations entre la France et la Russie, puisque la justice russe réclame une peine de 3 ans et 3 mois de prison ferme pour le Français Laurent Vinatier. Souvenez-vous de ce chercheur de 48 ans arrêté début juin en Russie. Il est apparu tout souriant au tribunal, on le rappelle, il travaille pour une ONG suisse, il est chercheur, spécialiste de l'espace post-soviétique et officiellement, que lui reprochent les autorités russes, elles l'accusent de ne pas s'être enregistré en tant qu'agent de l'étranger et d'avoir collecté des informations militaires. Écoutez son avocat qui s'est exprimé aujourd'hui après le verdict. Il a réagi fermement au verdict, avec retenue, sans émotion. Il a estimé qu'il était nécessaire et important de reconnaître sa culpabilité en temps utile. Il l'a admise, comptant sur une atténuation. Mais il a eu ce qu'il a eu. Nous ferons appel. Restons un instant sur l'image terrible de la cage. Ça, ce sont les mœurs judiciaires, pénales russes. Soviétique déjà, et quand on voit ça... L'Union soviétique, ça n'existait pas, les cages comme ça. Russe aujourd'hui, on voit à quel point cette image-là, toujours, elle témoigne déjà de ce qu'est ce système. C'est ça, ce système, d'ailleurs, il a été stoïque, parce qu'en fait, vous vous souvenez, au mois de juin, on a montré à cette antenne, en fait, le moment de son interpellation, parce que, bien évidemment, les Russes ont fait toute une histoire, ils ont filmé, mais à l'époque, en fait, ce n'était pas le service de contre-espionnage qui est venu l'arrêter, c'était le comité d'enquête judiciaire qui est venu. D'ailleurs, ils étaient très polis, parce que d'habitude, vous savez, dans ces cas-là, il y a des gorilles qui débarquent, qui vous mettent dans la neige ou dans la boue, qui vous bousculent. Et en fait, là, ils l'ont tout simplement lui ont demandé en fait de les suivre. Ils n'ont même pas mis les menottes. Et assez rapidement, en fait, ils l'ont inculpé. Et vous savez pourquoi ils l'ont inculpé ? Il y avait un double but. D'abord, c'est le français, parce que en fait, les Russes ont pris en grippe la France depuis les déclarations de président Macron sur les forces françaises et les forces de l'OTAN en Ukraine. Et ensuite, au mois de juin, le 15 juin, il y avait la conférence de paix en Suisse, parce qu'ils travaillaient pour une ONG suisse. Donc, double coup. Il y avait les Français et les Suisses qui étaient visés. Donc, bien évidemment, il ne fait absolument rien. C'est un chercheur classique qui... On mesure l'angoisse, comme si on s'arrête bien. On se rappelle tout ce qui est arrivé à Navalny. D'ailleurs, il y a eu récemment de nouvelles révélations sur, visiblement, l'empoisonnement de Navalny, qui se semble confirmer. Ce que vit cet homme dans l'incertitude, parce que même s'il était changé un jour... Dans 2 ans, dans 3 ans, en attendant 3 ans dans les geôles russes, c'est quelque chose. Ce qui est paradoxal, c'est qu'au dernier échange de prisonniers, les Russes ont laissé partir des gens beaucoup plus importants pour la Russie et beaucoup plus dangereux pour la Russie que ce monsieur. Donc c'est vraiment le signal d'une tension franco-russe dont on peut essayer de voir les côtés positifs. C'est que peut-être que la France, d'une certaine manière, a été vraiment ferme, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de pays avec la Russie en ce moment. Et peut-être qu'il y a là le début d'une diplomatie française à l'égard de la Russie. Est-ce que c'est la logique de l'échange ? En réalité, est-ce que c'est une monnaie d'échange simplement que la Russie se donne pour pouvoir traiter le jour où elle le voudra, comme elle le voudra, au moment où elle le voudra ? C'est ce qu'elle a fait avec les Américains à plusieurs reprises déjà. Et puis on voit vraiment que c'est un coup monté parce que les Russes connaissaient très bien Laurent Vinatier, à qui d'ailleurs il délivrait un visa, donc il l'autorisait bien sûr à venir en Russie. Il est marié avec une Russe. Et il travaille sur effectivement des réseaux parallèles à la diplomatie officielle pour faire progresser des dossiers de paix et de solutions diplomatiques. Donc c'était aussi, je pense, le 3e signal. Le fait qu'il l'arrête à ce moment-là, c'était de dire que pour l'instant, négocier avec l'Ukraine, c'est absolument hors de question. Mais il est évident qu'à partir du moment où il y a eu plusieurs échanges avec les Américains, ils vont vraisemblablement essayer de l'échanger. D'ailleurs, ils auraient pu le condamner en fait à 5 ans. Donc on sent que c'est un chantage. 3 ans. Non, ils auraient pu le condamner à 5 ans. Ah oui, en fait, tout à fait, pourquoi il était accusé, ça aurait pu être à 5 ans. Donc on sent qu'ils sont vraiment dans un marchandage là où ils ont pris un Français qu'ils espèrent échanger un jour. On sait aussi que la Russie avait été très embêtée par l'arrestation de Pavel Dourov. C'était au moment où il y avait le premier procès. Le fondateur de Telegram, on le rappelle. Pavel Dourov n'a pas été arrêté, il était en garde à vue. Oui. Donc c'est quand même juridiquement, c'est autre chose. Mais vous savez, dans l'histoire de Vinatier, je crois que la France a compris en fait la leçon.
Et je vous rappelle qu'au mois de juillet, la France a arrêté 2 Russes. Il y avait le Russe qui a été arrêté à Roissy, celui qui a été pris sur le flagrant délit de préparer une opération de sabotage, et d'une. Et de deux, vous savez, il y avait un autre un peu bizarroïde, le cuisinier de Courchevel, qui a été arrêté juste la veille de la cérémonie de l'ouverture. Je crois que c'était même le jour de la cérémonie de l'ouverture. Ça veut dire quoi? Il faut répondre au coup par coup. Donc la France possède maintenant 2 personnes dans ses geôles contre lesquelles elle peut échanger. Évidemment. Ça, c'est très important. Vous dites toujours, c'est pareil avec les bombardements. Hein. Face à la Russie, s'il y a un problème d'avion, il faut répondre tout de suite. Il faut être au coup par coup. Et donc, du coup, la France a répondu par 2 arrestations. Et donc, du coup, elle peut maintenant dire, écoutez, nous, on est sûr quand même que ce sont les espions, parce que la France avait beaucoup plus de preuves. Surtout le monsieur à Roissy, il s'est fait déjà quasiment sauter lui-même. Et puis, quand on a fait la perquise dans sa chambre d'hôtel, on a trouvé quand même des preuves réelles. Hein. C'est pas dans l'histoire française qu'on va mettre. Est-ce que c'est le signe d'un régime? Il faut toujours rappeler, Vladimir Poutine vient de ce monde-là. C'est un lieutenant-colonel du KGB. C'est pas la logique. L'Union soviétique, je crois que c'est l'anniversaire de l'arrivée au pouvoir de Brejnev aujourd'hui, votre ancien patron. Les mœurs de l'Union soviétique n'étaient pas tout à fait celles-là. Elles respectaient une forme de légalisme dans les relations avec l'Ouest. Là, on est vraiment dans une politique de voyous. Oui. Oui, c'est la brutalité permanente, c'est la brutalité affichée, alors que du temps de l'Union soviétique, l'avantage c'était l'équilibre entre 2 puissances qui avaient décidé de faire semblant d'être équivalentes et qui protégeaient le monde d'une guerre totale. Il y avait des échanges d'espions, oui, c'est autre chose. Voilà. Mais c'est pas la même chose que de prendre ces espèces d'otages comme d'un monnaie. Là, c'est l'école iranienne, là. Là, c'est l'école iranienne. Absolument. À Téhéran, on a 3 Français qui sont encore en prison, pour lesquels d'ailleurs on s'inquiète parce que vu la situation dans la région, évidemment, c'est pas très bon signe. Mais c'est ça, c'est-à-dire que c'est incroyable de voir ce pays, la Russie, qui maintenant s'adonne à des pratiques qui sont quand même celles d'États plutôt terroristes, plutôt que démocratiques. Elle fait des pas supplémentaires dans cette direction. Et on a vu évoluer des gens qui étaient des diplomates reconnus internationalement pour leur rationalité, Monsieur Lavrov, devenir des auteurs de déclarations aberrantes et devenir quasiment des voyous. Absolument. En 2 ans. Absolument. Et d'ailleurs, du temps de l'Union soviétique, il y avait un code. Il y avait un code je dirais, de respect mutuel, code d'honneur des espions. Bon, c'est un code de voyous, hein, mais c'était un code d'honneur quand même, parce que en fait, on n'accusait pas faussement. Ça veut dire on attendait à prendre vraiment en flagrant délit les vrais espions, et après on les échangeait sur le pont de Gliniquet entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne fédérale. Il faut rappeler à quel point pour Poutine c'est une pratique, n'est-ce pas, Amélie? Quand on rappelle les échanges précédents, Poutine aime ça. Poutine aime ce type, on ne peut pas appeler ça de la diplomatie. Voilà, ce sont ces images-là du précédent échange, où on rappelle d'ailleurs, il y avait ce couple tout à fait improbable, dont les propres enfants ignoraient qu'ils étaient des agents. Ils ne savaient même pas le russe. Hein. Ils ont découvert qu'ils étaient russes à la descente de la passerelle. C'est pas la première fois, mais les si petits, oui, effectivement, c'est quelque chose de frappant, bien évidemment. Et donc, on se demande qu'est-ce qu'ils vont devenir, parce qu'effectivement, ils ont vécu comme des Argentins. Donc, je ne sais pas s'ils sont enchantés quand ils ont appris qu'ils n'étaient pas du tout les Latino-Américains, mais au contraire les Russes. Qu'est-ce qu'il attend? Il attend ici cette fois Poutine avec Vinatier. Qu'est-ce qu'il peut attendre? À mon avis, vous savez, quand il y a des trucs comme ça, ça se négocie. Hein. Mais ça se négocie en couloir. Hein. C'est jamais ébruité. Et d'ailleurs, Poutine a répété avant l'échange que tous les pourparlers des échanges, ça adore uniquement le silence. Vous savez, Navalny a failli être échangé. Et lorsque ça s'est ébruité, et là, ils ont décidé de le tuer. Didier François, est-ce que Vladimir Poutine espère vraiment un échange avec cet otage, si on peut appeler ça un otage, ou est-ce qu'il veut juste embêter la France aussi? On verra ça. Il y a les deux, oui. Il peut servir les deux, je pense. Il peut servir d'otage judiciaire, il le fait. Ce qui est intéressant, ils ne l'ont pas accusé d'espionnage. Il a été ce qu'on a craint à un moment. Il a été condamné. Contrairement au journaliste américain qui, lui avait été accusé d'espionnage. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il appelait les coupables, a effectivement pas déclaré. Vous savez, il y a cette loi qui fait qu'on doit se déclarer
officiellement comme agent de l'étranger, parce qu'on est payé par une association étrangère et quand on travaille en Russie sur des questions qui pourraient toucher à leurs affaires de sécurité, mais ça fait quand même beaucoup de choses. Et donc c'est pour ça que cet otage judiciaire donc plaidé coupable, parce que c'est vrai qu'il s'était pas enregistré. Espérer avoir pour ça une certaine clémence. Le procureur demandait 3 ans et 3 mois. Bon, il lui a donné 3 ans. Donc la clémence a été tout à fait relative. Donc on peut penser que derrière, il y avait, ça peut ouvrir, mais pour l'instant, honnêtement, c'est trop tôt. Et si ça se fait, ça sera discret.